Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le ministre des Transports visite les structures qui sont sous sa tutelle. Bouaké Amadou Koné est allé s'imprégner des difficultés qui ralentissent le bon fonctionnement de ces structures. Des élèves du primaire, du secondaire et des étudiants de grandes écoles et universités s'occupent pendant les vacances scolaires et universitaires. Ils mènent plusieurs activités génératrices de revenus dans le secteur informel. On en parle dans cette édition avec Adrienne Grasse-Kando. 3 femmes kamikazes se sont fait exploser dans la ville de Mondarari, située à 25 km de Maïdougouré, la capitale de l'état du Borno, dans le nord-est du Nigeria, faisant 28 morts et plus de 80 blessés. Voilà, le ministre des Transports visite les structures qui sont sous sa tutelle à Bouaké. Amadou Koné est allé s'imprégner des difficultés qui ralentissent le bon fonctionnement de ces structures dans le Egbek, Soro Corona, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Bouaké. La direction régionale, le guichet unique automobile, le centre de gestion intégré et l'office ivoirien des chargeurs. Des structures sous tutelle du ministère des Transports visitées par le ministre Amadou Koné. Le premier responsable de ce département ministériel est venu toucher du doigt les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de ces structures. Nos petites inquiétudes, c'est au niveau des écoles qui nous fatiguent dans le travail. Maintenant, avec l'arrivée du ministre, on aura des séances de travail pour essayer de remédier à cela. Sur les différents sites, Amadou Koné a demandé à ses collaborateurs d'offrir des services de qualité aux usagers. Je suis venu ici pour me rendre compte donc, de l'effectivité de l'ouverture de ces services. Je voudrais me réjouir de ce que désormais à Bouaké comme à Korogo, donc toutes les formalités peuvent être faites. Le ministre des Transports a exhorté les détenteurs des engins roulants à les faire immatriculer pour les sécuriser et faciliter le travail des forces de l'ordre. Pour lancer un appel aux populations de passer, identifier les véhicules, que ce soit les motos ou les automobiles. C'est important pour des questions de sécurité, pour eux-mêmes, leurs biens. Deuxièmement, c'est important aussi pour des questions de sécurité de l'ensemble de la collectivité. Après Bouaké, Cap Serabi sur d'autres villes de l'intérieur du pays afin de redynamiser le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Deuxième grand titre de cette édition, des élèves du primaire, du secondaire et des étudiants de grandes écoles et universités s'occupent pendant les vacances scolaires et universitaires. Ils mènent plusieurs activités génératrices de revenus dans le secteur informel. Adrienne Grasse-Kando. C'est 2000. Mais tu avais dit dernier prix. Le dernier prix, 1500. Ah, 1500, ok, j'ai compris. Non, ça va la prochaine fois. Je voulais acheter pour ma petite fille. Aïcha, élève en classe de CM2, met ses vacances à profit pour se faire de l'argent. Vendeuse de bijoux, après l'année scolaire, elle marchande avec la clientèle pour réaliser un bon chiffre d'affaires. Parlant des vacances, j'aide ma maman à vendre les chaînes et à faire des commerces. L'argent qu'elle me donne, je cotise un peu pour payer ma tenue de l'école et mes chaussures. Je suis contente. Je vends de matin jusqu'à 18h. Chaque vacances, c'est comme ça. Comme Aïcha, élèves et étudiants ne se tournent pas les pouces pendant cette période de vacances. Chacun, en fonction de l'opportunité qui lui est offerte, saisit l'occasion pour se rendre utile. C'est le cas de cet étudiant qui, chaque année, est accueilli dans ce magasin de mèches. Se rendre utile, se faire de l'argent, c'est aussi l'ambition de cette jeune élève qui prête à ses services dans ce lieu réputé pour la vente de poissons et de poulets braisés. Pendant les vacances, je viens travailler et je m'en sors bien. On me paie 20 000 par mois. Pendant les 3 mois, j'ai 60 000. Et cet argent, je prends ça pour aider mes parents à payer mes fournitures, à faire mes courses personnelles que j'ai besoin. Je ne tends pas la mettre devant mes parents.
Donc, job de vacances est une bonne chose. J'encourage mes camarades à le faire. La rentrée, ça me permet de me dépanner un peu au niveau du transport, des fascicules, pour diminuer les dépenses au niveau de la famille. Puisque je ne suis pas seul, nous sommes une famille nombreuse. Les vacances scolaires, un moment que ne veulent pas rater élèves et étudiants. Selon eux, cette période est propice pour faire des affaires et avoir de l'argent. Ils s'investissent donc dans plusieurs secteurs d'activité. Les vacances, quand je viens chez ma tante, ça me permet de m'occuper, pas trop me balader. Quand les vacances finissent, elle peut me donner 100 000 comme ça pour pouvoir acheter mes cahiers et puis les petits besoins de l'école. L'initiative de ces élèves et étudiants à vouloir soutenir leurs parents est encouragée. L'année dernière, j'ai reçu une jeune fille qui passait en première et qui est venue travailler chez moi comme une servante pour pouvoir aider ses parents. Ça m'a fait chaud au cœur. Puisque moi-même, je me suis retrouvée un peu dedans. Je me souviens que quand j'étais à l'école primaire pendant les vacances, quand je venais chez ma tante à Bobo, j'allais acheter de l'arachide et puis je vendais les fruits. Ça occupe. Le job de vacances, ça permet à l'enfant de se prendre un peu en charge et aussi à tenir un peu les dépenses des parents. Ça va aussi permettre à l'enfant de connaître les dures réalités de la vie, savoir que les parents souffrent pour assurer leur scolarité, à les vêtir, à les nourrir. Aussi, ça va permettre aussi à l'enfant d'éviter les vices qui sont le viol, le vol, l'alcool et la drogue. Des actions qui méritent tout de même d'être encadrées selon le sociologue. Il y a un certain nombre de jobs de vacances dans lesquels les jeunes essaient de s'insérer pendant les vacances qui peuvent aussi être des causes de dérive plus tard chez ces jeunes. Donc il va falloir discerner lorsque nous sommes face à des offres de jobs de vacances. On se retrouve de plus en plus avec des jeunes qui travaillent dans les nightclubs, voilà, qui sont dans les maquis et qu'on ne voit pas forcément en train d'adopter des attitudes valorisantes. Voilà. Parce que quand une demoiselle dit qu'elle travaille, qu'elle fait un job de vacances, qu'elle est dans un maquis et qu'en dehors de l'activité peut-être de serveuse, elle arrive donc à faire d'autres activités, il est clair qu'il y a une certaine dérive qui est derrière. Et c'est en cela qu'il faut pouvoir encadrer au niveau des autorités les opportunités de job de vacances et essayer de faire fonctionner, à mon sens, les brigades des mœurs. Le travail des élèves et étudiants pendant les vacances, ou encore appelé job des vacances, est monnaie courante. Pour le plein épanouissement de ces élèves et étudiants, les spécialistes recommandent que ces activités s'exercent dans de bonnes conditions afin qu'elles ne leur portent pas préjudice. Adrienne Grâce Kando, changeons de sujet. La capitale du Ourodougou, Séguéla, désormais sa zone industrielle d'une superficie de 43 hectares. L'espace doit favoriser la création d'entreprises pour juguler le chômage dans la région. Kwasi Mamadou. Bientôt, une zone industrielle d'environ 43 hectares dans la ville de Séguéla. Une initiative décidée par les autorités politiques et administratives de la localité. Pour le premier responsable de cette commune, Lassino Dumondé, l'aménagement de la zone industrielle permettra de juguler la problématique du chômage des jeunes et surtout de mettre un frein à la propension des jeunes à l'immigration clandestine. Aux côtés du maire, la secrétaire générale de la préfecture de Séguéla, Moïse-Henri Emelda, elle invite la population à épouser l'idée des autorités politiques et administratives et à conjuguer les efforts pour la réalisation de ce projet. On a mis monsieur le maire pour vous prendre comme responsable de votre développement et en appui la préfecture comme tutelle. En tant que tel, nous ne pouvons pas accepter que vous allez en rendre dispersé autour d'un très bel projet. Mais il n'y a pas que les propriétaires, il y a tous ceux qui ont une plantation, une parcelle quelconque dans cette parcelle. Donc n'allez pas faire des palabres disant que non, j'ai donné ma plantation à Zachary, c'est pas Zachary qu'on doit dédommager, c'est moi, je vous en prie. Renseignez-vous très bien auprès de la direction régionale de l'agriculture et on vous donnera tout ce qu'il y a comme information. Les représentants des 21 villages et les différentes communautés ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre
pour faciliter la création de cette zone industrielle. À travers la réalisation de la zone industrielle de Séguéla qui devra être financée par la Banque mondiale, les autorités politiques, administratives et municipales ambitionnent de faire de Séguéla le wagon économique de la région de Ourodougou. Les producteurs agricoles du village de Bois-Grillé dans le département de San Pedro éprouvent d'énormes difficultés pour écouler leur production. La raison, le pont de Fortune qui permet de rallier le village enclavé est coupé depuis les dernières pluies. Franck Kouadio. Bois-Grillé. Les habitants de ce village de la sous-préfecture de Dogbo dans le département de San Pedro n'ont pas eu d'autre solution que de changer leurs habitudes de déplacement. Le pont de Fortune, construit avec des troncs d'arbres, a cédé pendant les dernières pluies. Depuis, si les habitants ont la possibilité de traverser le cours d'eau sur cette passerelle haute de plus de 10 mètres, il est impossible pour tout véhicule d'accéder au village, voire à celui de Patresco, localité voisine. Les véhicules en provenance de Dogbo, Grand Bérébi et autres sont obligés de stationner juste devant le cours d'eau. Un véritable calvaire pour les populations. Quitte en bourse, on vient en décharge et on charge le cacao. On loue les gens pour charger le cacao, pour transporter, marcher, venir mettre sur l'autre marché. Voilà, donc vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir ce qu'ils peuvent nous aider. Depuis beaucoup de temps, nous souffrons pour que nos produits cacao, nous avons là, nos vivriers puissent passer pour aller vers San Pedro. Même Dogbo, même qui relie notre village, c'est-à-dire Dogbo, qui est notre sous-préfecture, mais incapable pour relier Dogbo. Dans ces moments bien difficiles, les populations de Bois-Grillé et Patresco ne sont pas seules. Le député de Grand Bérébi Dogbo est allé vers elles, leur porter le soutien de l'État. La rencontre s'est déroulée avant le pont. L'État est au travail, il est conscient des difficultés que vivent nos parents, mais aujourd'hui aussi nous devons nous prendre en charge en attendant que l'État même vienne nous aider en construisant un pont définitif. En attendant l'action de l'État, les habitants du village de Bois-Grillé ont décidé de lever une cotisation pour une solution alternative. Nous avons décidé de cotiser en attendant que l'État vienne pour faire un petit pont local. L'optimisme reste la chose la mieux partagée à Bois-Grillé, où les populations soucieuses de ne pas laisser pourrir leurs produits continuent de les porter sur cette passerelle en gardant foi en l'avenir. L'Association nationale des producteurs de noix de cajou a organisé à Goïtafla, dans le département de Zénoula, une journée de producteurs d'anacarde pour encourager une production de qualité. Voyons les détails avec Chantal Eouma à Kandan. Cette journée est dédiée à l'anacarde. Les thèmes sont campagne 2018, l'année de défi de la qualité de la noix de cajou et l'appropriation du programme national de la recherche sur l'anacarde aux cajouculteurs. Il s'agit de sensibiliser les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles, notamment les conditions de création d'une plantation, le séchage et la vente de la noix de cajou en vue d'une meilleure qualité du produit. Le président de la Naprocajou, Crépin Djedje Dagou, s'est félicité de la journée qui demeure une plateforme de retrouvailles des acteurs de la filière d'anacarde. Il a exhorté les producteurs de la noix de cajou à l'union et à l'entente, afin d'une homologation des prix de la noix de cajou. Crépin Djedje Dagou a dit vouloir compter sur l'appui des producteurs pour être parmi les premiers en quantité et en qualité, souhaitant par la même occasion l'amélioration de leurs conditions de travail. Selon un rapport rendu public par la NADER, environ 35 000 tonnes de noix de cajou ont été produites dans la région de la Maraoué pour la campagne 2016-2017, dont 30 000 tonnes dans le département de Zouenoula. Le même rapport indique que la production de la noix de cajou dans la région de la Maraoué a augmenté de 6 000 tonnes par rapport à la campagne précédente qui était de 29 000 tonnes. Après plus de 30 ans de vacances, le trône de Révia dans le département de Didiévi est enfin pourvu. Le nouveau chef central de cette localité a été officiellement installé lundi dernier en présence de la royauté Baoulé et Brong. Léon Broukwame, RTI Boaké. À peine intronisé par ses pairs, le nouveau chef central de Rabia, spolié de ses biens.
Un veto des Brons pour exiger des Baoulés leur autorisation avant toute cérémonie. S'ensuivent des négociations qui finissent par la levée du dit veto à prix de liqueur. Juste un jeu d'alliance pour exalter la non-agressivité et la cohésion entre Baoulés et Brons. Les Brons sont nos rois ici, à pays Baoulé. Ils ne sont pas esclaves. Quand moi je suis ici, effectivement je suis roi. Mais quand vous êtes chez nous là-bas, vous êtes aussi roi. Sauvé Raviard, la délégation Bron du ministre Adjoumani l'aura permis, laissant officiellement installer le nouveau chef de la localité. Témoin de cet acte pour mettre fin à plus de 30 ans de vacances du trône de Raviard, outre les Brons, les chefferies Mban et Nzinkli de Didier Bi, une délégation de la reine-mère des Baoulés venue de Sakassou. Droiture, sagesse, passivité, cohésion ont constitué la trame des conseils des autorités au nouvel auxiliaire de l'administration. Les gens vont venir jeter toutes sortes d'ordures sur vous parce que vous êtes le chef. Mais soyez patient, votre fils, le ministre d'État Oussou Jano, est aujourd'hui chargé de la cohésion sociale au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que le chef issu de son village doit être un modèle. Le ministre d'État Jano Aoussou Kwadio, cadre de Raviard, a exhorté lui, ses frères et sœurs à la mobilisation autour de leur chef. Planteur, Nana Kwadio Kokoué, né en 1958, est le dernier des intérimaires qui se sont succédés depuis le décès en 1984 du précédent chef de Raviard, une sous-préfecture à 51 km de Didier Bi, son chef-lieu de département. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali est très active. 18 délégations ivoiriennes des jeunes se rendront au Mali à Kita dans le cadre de la caravane de l'amitié Mali-Côte d'Ivoire. Chris Diomandier, Wilfried Hermanadjivé. Favoriser les visites et les découvertes du patrimoine historique du pays, susciter un cadre d'échange, de bonnes pratiques et de partage d'expériences en matière de fonctionnement du Conseil national des jeunes et d'une vie associative. Voici les objectifs principaux de la caravane de l'amitié Mali-Côte d'Ivoire, une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique en vue de relancer les échanges entre jeunes de la Côte d'Ivoire et du Mali. Les échanges de jeunes sont pour nous, qui avons en charge l'éducation non formelle des jeunes, une occasion de leur donner la culture de l'ouverture sur l'autre, les préparer à la rencontre de l'autre, de développer en eux des valeurs de tolérance et le droit à la différence. Pour cette édition, la caravane se déplace au Mali, dans la région de Kita. Pour ce qui concerne la sécurité, le représentant de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire rassure. La situation sécuritaire au Mali aujourd'hui, on peut dire qu'elle est très stable. Nos jeunes, nos frères seront en parfaite sûreté et sécurité, ça on peut vous le garantir, et toutes les dispositions sont prises pour que non seulement le séjour se passe dans la sécurité qu'il faut, mais aussi que ça se passe dans les meilleures conditions. Ce sont au total 18 délégations ivoiriennes qui se rendront à Kita, au Mali, ville historique du Mandingue, située à 120 km de Bamako, du 14 au 20 août 2017. Autre sujet dans cette édition, les officiers de police judiciaire, les avocats et les magistrats du Bassa-Sandra ont été sensibilisés sur la protection des droits humains pour mener à bien leur travail. On en parle avec Franck Kwadio. Juin 2014, la Côte d'Ivoire adopte la loi portant promotion et protection aux défenseurs des droits de l'homme. Cette loi reste cependant relativement connue des populations ivoiriennes en général et particulièrement des personnes cibles chargées de son exécution. Citez ici certains défenseurs des droits de l'homme et acteurs de la chaîne judiciaire. Ce deuxième atelier de promotion et de vulgarisation de la loi de 2014 à l'endroit des acteurs de la justice à San Pedro est une initiative de la clinique juridique de la ville. Les points essentiels étaient d'abord le contenu de la loi elle-même. La loi qui définit la notion de défenseur des droits de l'homme, c'est-à-dire qui nous dit clairement qui est défenseur des droits de l'homme, et également définir les droits et obligations des défenseurs des droits de l'homme. Ensuite, les obligations de l'État. Donc, eux qui sont acteurs de mise en œuvre sur le terrain doivent connaître ces différentes lois et s'en approprier afin de pouvoir les appliquer. Les acteurs de la chaîne judiciaire dans le Bassa-Sandra bénéficient désormais d'une meilleure connaissance du cadre légal de protection des droits de l'homme. Le jeune homme, dans une procédure, lorsqu'il serait en face d'un défenseur des droits de l'homme, il doit d'abord se référer
non seulement au texte, mais aussi s'en référer au procureur de la République, qui lui, étant le directeur de la police judiciaire, pourrait lui donner les instructions et les voies à suivre. Officiers de police judiciaire et magistrats repartent mieux outillés de cet atelier qui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet de promotion des droits de l'homme, projet qui bénéficie du concours de l'USAID, de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et Avocats sans frontières. Le Hajj 2017 se poursuit dans de bonnes conditions en Arabie Saoudite pour les pèlerins ivoiriens. Et bien sûr, cela grâce au président de la République Alassane Ouattara qui a mis tout en œuvre pour la réussite de ce Hajj. Et cela est reconnu en terre sainte en Arabie Saoudite. Connu par Gassoro. Al-Bakri Khalid, l'un des dirigeants du groupe hôtelier Manara Taba de Médine en Arabie Saoudite. C'est dans les hôtels qu'il dirige, situés non loin de la mosquée du prophète Mohammed, que sont logés les pèlerins ivoiriens, ce depuis 7 ans. Chaque jour, le scénario est le même. Ce père de 5 enfants, après avoir salué ses collaborateurs, rend visite aux candidats ivoiriens au Hajj. Pour lui, la bonne organisation du Hajj par les autorités ivoiriennes et le comportement exemplaire des pèlerins fait de lui un Ivoirien et la Côte d'Ivoire son deuxième pays. Je suis très content de retrouver mes frères de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai donné les consignes très fermes à tous les travailleurs de mon hôtel que les pèlerins soient traités de la bonne manière, puisque moi je suis ivoirien et je reste ivoirien, donc il faut avoir un traitement de la bonne qualité. Occasion pour lui de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara et à son gouvernement. J'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire ici en Arabie Saoudite lors de sa visite tout récemment. Je n'ai pas manqué de lui dire grand merci pour l'organisation mise en place depuis son arrivée au pouvoir. Employé de l'hôtel, collaborateur et pèlerin ivoirien salue son humilité et son sens des responsabilités. Depuis plus de 10 ans, nous collaborons avec monsieur Khaled Al-Bakri. C'est une personnalité, il respecte ses engagements vis-à-vis des pèlerins et par la grâce de Dieu, la collaboration se passe dans de très bonnes conditions. C'est la manifestation de sa foi à lui également en tant que musulman, de venir voir les conditions dans lesquelles les frères musulmans et les sœurs musulmanes qu'il accueille chez lui sont reçus et comment ils se comportent. Et nous voulons lui dire merci pour cela. C'est en Côte d'Ivoire, son deuxième pays après l'Arabie Saoudite, que Al-Bakri Khalid, président du conseil d'administration du groupe hôtelier Manara Taba, passe ses congés annuels. Revenons en Côte d'Ivoire où le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organise une vaste campagne de consultation foraine gratuite dans les régions du Tchologo et du Poro. Plus de 300 professionnels de la santé avec une dizaine d'unités mobiles ont investi ces deux régions pour la prise en charge médicale des populations. Et c'est à Kong que la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé au lancement de cette campagne. Et c'était en présence de notre reporter Abdul Kader Segodogo Guédouma de RTI Boaké. Accueil des grands jours à Kong pour Dr Raymond Goudou-Kofi. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a choisi la ville historique pour procéder au lancement de la caravane de consultation foraine gratuite dans les régions du Poro et du Tchologo. Ainsi, plus de 300 professionnels de la santé de diverses spécialités, allant de la médecine générale à la dermatologie, en passant par l'ophtalmologie et des programmes de santé tels que le VIH-Sida, le paludisme, le tabagisme, la vaccination et les femmes enceintes sont à pied d'œuvre pour la prise en charge des populations. Cette activité colle bien avec la vision du gouvernement qui est de rapprocher la santé des communautés. Avec la bénédiction de son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous avons donc initié ces campagnes de sensibilisation et de proximité. Cela répond tout à fait au souhait de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il vous disait qu'il allait faire en sorte qu'on ait des structures sanitaires à moins de 5 km. Ça veut dire qu'il a décidé pour vous, pour que votre santé s'améliore, d'implanter des structures sanitaires. Et surtout les établissements sanitaires de premier contact, c'est-à-dire celles qu'on appelle les dispensaires, les maternités. Donc c'est le souhait du président pour toute la population ivoirienne. Une action saluée par les autorités de Congo. Notre souhait à nous, c'est que ce genre d'opération puisse se répéter. Il est vrai que donc, les centres de santé n'arrivent pas à couvrir toute la population. Avec ce genre d'unités mobiles qui peuvent se déplacer, il serait souhaitable que nous puissions, donc, bien entendu avec le
la compréhension et l'aide de Madame la ministre de la Santé, pouvoir organiser ce genre de consultation à travers notre département et je pense que ce serait donc pour le bien de toutes les populations. Les bénéficiaires ne sont pas en reste. Je remercie le gouvernement. On a besoin de ça tous les jours. Ce qu'on fait ici, c'est de bon travail qu'on fait ici. Nous sommes contents à Kong ici. Nous sommes tous contents à Kong ici. Une dizaine d'unités mobiles ont été déployées dans les 2 régions pour assurer une prise en charge efficace de toutes les pathologies dont souffrent les populations. À terme, les indicateurs pourront être au vert, signe de la bonne santé des populations du Poro et du Tchologo. La Fédération ivoirienne de cyclisme a organisé pour la 3e année consécutive dans la région de Jacquesville une course dénommée le Grand Prix de l'Assomption. Au total, plus de 30 coureurs ont pris part à ce circuit. Moyabi et Diabaté et Samuel Amech. À travers cette arrivée triomphale d'Amadou Lengani, la société Omnisport de l'armée remporte la 3e édition du Grand Prix de Jacquesville. Cette victoire n'a pourtant pas mis du temps à se dessiner pour lui. Après le top départ donné au village Sassako, il amorce une échappée en compagnie de Kwadio Antoine de l'ATS et Soumaro Ibrahim de l'Ascavel. Pendant ce temps, le reste du peloton avance groupé en ralliant Djem avant de faire demi-tour sur le pont Philippe-Grégoire Yassé pour un retour à Sassako et continuer successivement à Avagou, à Krou, à Domangan, ensuite Sikor. En mettant le cap sur Jacquesville, c'est en véritable conquérant que Lengani Amadou et ses dauphins vont pulvériser la concurrence. Ils vont même se permettre de doubler le reste du peloton lors du circuit fermé de 3 km en 15 tours. Parcourant une distance longue de 83 km, 30 coureurs issus de 7 clubs différents ont pris part à cette 3e édition du Grand Prix de l'Assomption à Jacquesville. La population est sortie vraiment en grand nombre pour accueillir les cyclistes, pour les acclamer. Je ne peux être que satisfait. Je crois que c'est dans le cadre des discussions que nous allons avoir. On a également parlé, lui et moi, du changement de date possible, en vue peut-être d'associer les élèves pendant l'année scolaire. C'est également une chose à étudier. Donc voilà un peu les actes de réflexion que nous allons avoir pour l'année prochaine. En attendant le Tour cycliste de Côte d'Ivoire en septembre prochain, ce circuit a permis aux coureurs de jauger leur niveau avant cette grande messe. Dans 2 mois, le stade Biaka Bouddha de Gagnoa sera entièrement rénové chez des travaux voulus par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, en réponse à la doléance des populations pour promouvoir le sport dans la région du Gor. Le constat de notre reporter Léon Broukwame de RTI Boaké. Bienvenue au stade Biaka Bouddha de Gagnoa. Pas encore le début du tracé de la piste d'athlétisme, mais sur le périmètre du terrain, déjà des canalisations pour l'écoulement des eaux. À la place du gazon naturel, une couche de sable. Reste à poser le mélange gomme-sable qui fixe le tapis préalable à la pelouse synthétique. Tous les travaux de génie civil sont pratiquement terminés. Nous attendons le responsable de l'entreprise qui est en Belgique, qui doit venir incessamment pour la pose de la pelouse synthétique. Et l'entreprise va maintenant s'attaquer à la piste d'athlétisme. Et c'est ce qui va couronner la fin des travaux. 2 mois pour la fin des travaux de rénovation du stade Biaka Bouddha, un délai en tenant compte de la disponibilité des intrants et des aléas climatiques. Mais déjà à Gagnoa, c'est la renaissance du sport et notamment le football. Quand nous on va trouver notre stade, on n'a jamais vu après Abidjan, vraiment mobilisation, vous-même vous allez voir. On a été sévré de notre équipe cette année parce qu'on a joué presque tous nos matchs à Abidjan et à Daloa. Ce qui n'était pas du goût de la population. Si le stade est réhabilité, c'est une joie pour nous, c'est ce qu'on attend tous. On attend l'inauguration et on attend la première dame. La pelouse synthétique et la piste d'athlétisme du stade Biaka Bouddha, ce sont 500 millions de francs CFA investis par la première dame Dominique Ouattara. Objectif, doter Gagnoa d'infrastructures modernes pour une meilleure promotion du sport. C'est d'ailleurs la réponse aux doléances des populations attendues dans les tribunes déjà réhabilitées une fois le stade de Gagnoa rouvert aux compétitions.
Après l'attentat de Ouagadougou au Burkina Faso, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est allé soutenir ce pays où les activités reprennent progressivement. Autre président ouest-africain a soutenu ce pays frère, le président ivoirien Alassane Ouattara et le président de la Guinée Conakry Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Ils entendent mettre tout en œuvre pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Autre titre de cette édition, 3 femmes kamikazes se sont fait exploser dans la ville de Mandarari, située à 25 km de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, dans le nord-est du Nigeria, faisant 28 morts et plus de 80 blessés. Ces 3 femmes ont déclenché leur ceinture explosive juste à l'entrée d'un camp de déplacés. Et nous allons terminer avec cette information. Le président sierra-léonais a lancé hier mardi un appel à l'aide internationale après les glissements de terrain et inondations qui ont fait plus de 300 morts. Cette aide pourra permettre à son pays de faire face à ce genre de catastrophe, mais avant, pouvoir soutenir les victimes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.